Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Nous sommes avec Gabriel Franc, directeur général du groupe Franc Architecture, pour parler d'un projet que vous présentez au CIMI, un projet hyper innovant de transformation d'un local de pompiers, d'une caserne de pompiers en logement. Alors, ça se passe où et plus concrètement, quel est ce projet ? Alors ce projet, effectivement, qui est intéressant à plusieurs titres, se passe au Havre. C'est une ancienne caserne de pompiers qui a été réhabilitée pour en faire un usage principalement résidentiel. Preuve en est qu'on peut, avec de l'ancien, faire du neuf, et faire du neuf aussi en préservant, je dirais, l'architecture et l'âme d'un bâtiment. Il n'y a pas de grand secret, sauf d'y passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps d'études, beaucoup de temps d'architecture, de faire des recherches aussi, de pouvoir se dire que l'âme d'un bâtiment, elle doit garder vraiment toute sa puissance à partir de matériaux que l'on va garder, à partir aussi d'éléments qui sont significatifs, c'est-à-dire qu'il y a par exemple ce bâtiment qui est en U, aux formes d'une cour, avec sur un des frontons une horloge, avec des modénatures particulières en pourtour du dernier étage, que l'on a non seulement préservé, mais restauré, en ayant aussi fait quelques recherches sur comment originellement avait été conçu ce bâtiment. Donc c'est particulièrement une fierté pour un architecte de pouvoir être dans une continuité, je dirais, historique d'un projet, même s'il ne s'agit pas d'un monument historique, mais arriver aussi à lier l'équation économique de pouvoir d'un projet ancien le faire passer dans la modernité avec toutes les réglementations qui nous contraignent aujourd'hui, c'est-à-dire en l'occurrence là c'était la RT 2012, et ça demande de l'innovation tout simplement, de travailler en étroite relation avec les bureaux d'études, avec les entreprises, traiter les deux points fondamentaux, c'est l'isolation thermique et acoustique. Voilà, parce qu'on supportait, a priori, on supportait un peu plus le bruit il y a quelques décennies. Maintenant, il ne faut plus avoir de bruit. Il faut être bien isolé. Donc, ça demande de pouvoir poser en rénovation des rupteurs thermiques, savoir comment les menuiseries extérieures doivent bien se positionner. Et puis, c'est aussi un sujet structurel. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une base de structure qui puisse être compatible avec le devenir. Alors ça veut dire concrètement qu'il faut accepter aussi, et c'était le jeu du promoteur, de ne pas être toujours sur des tailles standards de logements pour coller à la structure existante. Le drame, c'est effectivement de dire, écoutez, c'est très bien, on va faire une fausse rénovation, on garde la façade, vous enlevez tout et vous faites mon coram. Alors ça marche pas, ou ça marche peut-être quand vous pouvez vendre à 20 000 € du mètre, mais au Havre, c'est pas le cas. Et donc l'intelligence, c'est de se dire, je vais avoir des logements qui sont un peu atypique, c'est à la marge, d'autres qui vont avoir des couloirs, les couloirs qui permettent de donner accès au logement vont être un peu plus larges à certains endroits, et tant mieux. Alors le promoteur justement c'est Nexity. Est-ce que c'est pas plus coûteux pour un promoteur d'aller sur ce genre de projet avec une configuration de départ qui est complexe, avec peut-être des éléments classés auxquels on ne peut pas toucher, pour un prix au mètre carré au final? Alors je crois que c'est en partie du logement social, mais il y a quand même un prix de sortie au mètre carré qui risque d'être plus élevé que si on avait détruit la caserne et construit un immeuble neuf. La question est très juste. Le parti économique reste le nerf de la guerre et la viabilité d'une opération. Là où le projet s'est fait intelligemment, c'est que la ville du Havre a aussi accepté, dans son rôle, je dirais, d'exemplarité, de pouvoir adapter un prix du mètre carré compatible avec cette destination et en le faisant d'une façon transparente avec le promoteur. La destination, c'est effectivement d'être en partie du logement social pour Alcéane et une autre partie qui est du logement dit intergénérationnel avec enfin des rez-de-chaussée qui sont retraités en galerie d'art. Mais le tout s'inscrit effectivement dans un schéma qui est, je dirais, plutôt sociable et d'accession. Et c'est en cela aussi qu'une ville peut justifier d'avoir cédé le foncier
pas à perte, mais à pas grand-chose, justement pour rendre l'opération possible. Alors d'un point de vue du promoteur, c'est justement le prix d'entrée, le prix de sortie qui font que l'opération reste compatible avec un travail en amont qui a été important d'évaluation du coût travaux. Cette opération, on l'a réalisée en corps d'état séparé. C'est important parce que ça veut dire que l'on a vraiment été sur tous les différents marchés, trouver le meilleur rapport qualité-prix en ayant passé beaucoup de temps. Ce sont des projets qui sont sûrement moins rentables pour le promoteur et pour l'architecte qu'un projet neuf, mais en termes d'image, en termes de satisfaction, et puis en termes de responsabilité patrimoniale, urbaine, ça n'a rien à voir. C'est une fierté de réaliser une opération comme celle-ci. L'opération va être livrée en février prochain. Est-ce que vous, au sein de Groupe Franc Architecture, il y a d'autres sujets semblables de transformation en logement? Effectivement, ce bâtiment, il a été livré, mais il est inauguré en février. On a ce type d'opération. Alors on a presque, je dirais, la même opération au Havre sur un ancien hôpital qui s'appelle l'hôpital Calmette et que l'on fait avec un promoteur qui s'appelle CIR, qui est une société qui est spécialisée dans la défiscalisation, dans une défiscalisation type de loi Malraux, monuments historiques et autres. Je ne vais pas faire non plus leur publicité, mais c'est exactement le même niveau de complexité de projet qui est transformer un hôpital en lieu de vie, de résidentiel. Avec, on repart, c'est tout le diagnostic technique, historique au départ et des chantiers qui sont quand même assez longs. C'est pas moins cher, c'est plus cher de réhabiliter aussi parce qu'au lieu de construire une centaine de logements en 12 mois, là vous mettez 18 à 24 mois. Mais c'est aujourd'hui le changement de destination, passer de bureau en logement, de logement en bureau. C'est l'un des sujets d'ailleurs du rapport Rebsamen 2 qui prévoit d'inciter plus fortement le passage de bureau en logement. Justement, la loi Elan avait déjà mis en place un certain nombre de dispositions pour favoriser ça. Est-ce qu'il manque aujourd'hui encore quelque chose pour qu'on en fasse plus? Il faudrait peut-être sur certains aspects de réglementation, notamment de réglementation incendie, de pouvoir la faire évoluer parce qu'elle finit effectivement par poser problème quand vous traitez ce type d'opération. Il y a peut-être aussi sur une partie d'application de réglementation comme la RE 2020, comme toutes les RT, qui s'appliquent au neuf et à l'ancien réhabilité en neuf, un peu de souplesse. Où l'enjeu c'est peut-être justement plutôt donner une priorité à la maîtrise du cycle carbone d'un projet plutôt que la réglementation thermique qui va rendre très très coûteux ce type de changement de destination. Mais je dirais que c'est aussi un exemple que l'on doit prendre pour l'avenir. Alors, quand je dis un exemple, c'est de se dire que les bâtiments que l'on conçoit aujourd'hui, il faut déjà en tant qu'architecte qu'on se pose la question de leur réversibilité. Quand on se retrouve bloqué face à un bâtiment en disant dans l'image de tout le monde, le bureau c'est des murs rideaux, c'est des façades en verre, c'est des trames de 1,35 m, c'est oui, mais c'est nous qui l'avons décidé. Alors que le logement, pareil, ça va être pour le coup des ouvertures qui vont être plutôt verticales, ça va être certaines hauteurs d'allège. Et il faut trouver une espèce d'hybridation entre les deux. J'aime bien ce terme que François Leclerc avait donné, de dire il faut faire des bâtiments qui sont un peu androgynes. Où il faut que dès le coup de crayon et dans le CERFA, on ait les deux possibilités de passage de l'un à l'autre. Avec quand même, il faut le dire, quelque chose qui peut inciter et qui n'est pas trop mentionné, c'est l'histoire de taxation. Parce qu'une ville est plus séduite par une construction de bureaux qu'une construction de logement, puisque en termes de retour de taxes, l'intérêt n'est pas forcément le même. D'autant plus que quand vous faites du logement, et c'était repris aussi dans le rapport Rebsamen, les occupants sont exonérés de taxes d'habitation.
Ça a été compensé par le gouvernement pour ce qui était avant, mais pour ce qui est après, ça n'est pas compensé. D'autant que l'élu doit prévoir, quand il y a du logement, des écoles, des infrastructures, des aménités pour les nouveaux occupants. Exactement, c'est tout cet écosystème qu'il faut arriver à appréhender et pour lequel on fait confiance à nos élus, à nos politiques pour pouvoir prévoir dans leurs aménagements ces évolutions de nos lieux de vie. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.